The global village is at once as wide as the planet and as small as a little town where everybody is maliciously engaged and poking his nose into everybody else's business. And it doesn't necessarily mean harmony and peace and quiet, but it does mean huge involvement in everybody else's affairs. Lorsqu'une nouvelle technologie est adoptée dans le monde, nous avons cette fâcheuse tendance à dire ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est pas l'outil qui est un problème, c'est ce qu'on en fait. Toute la question, c'est ce qu'on en fait, pas ce que c'est. Sauf que cet énoncé est légèrement trompeur, parce qu'une technologie, lorsqu'elle est adoptée, n'est pas cet agent neutre que l'on dépeint parfois dans les médias. Aussi, au lieu de se focaliser sur l'utilisation que l'on fait d'une technologie, il peut être bien plus utile d'analyser la technologie et les usages qu'elle contient en elle-même. C'est la fameuse phrase « le médium est le message », rendue populaire par Marshall McLuhan, l'un des plus grands penseurs de l'influence des médias sur nos sociétés. Mais qu'est-ce que cette expression signifie-t-elle vraiment? Et quel a été le message de nos médiums à travers l'histoire? Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique sociale. Une technologie peut être considérée comme une extension de certaines facultés humaines, qu'elles soient physiques ou mentales. Le philosophe Michel Serres considère la technologie comme un processus d'externalisation des fonctions corporelles. Si vous considérez le marteau, je vois dans le marteau, moi, un avant-bras et un poing. Au lieu de frapper avec mon avant-bras et un poing, je prends le marteau qui est un avant-bras et un poing lui-même. Mais c'est la même chose pour d'autres technologies. Par exemple, l'invention de la roue peut être perçue comme une extension de nos pieds, nous permettant d'aller plus vite. C'est pas difficile de savoir comment on a inventé la roue. Il suffit d'externaliser les angles de rotation des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Les vêtements sont une extension de notre peau, nous protégeant du froid. On retrouve exactement la même logique lorsqu'on analyse nos technologies de communication, les fameux médiums dont parle McLuhan. Un médium, comme le téléphone, est ce qui sert de support et de véhicule à un élément de connaissance, ce qui sert d'intermédiaire, ce qui produit une médiation entre émetteur et récepteur. No, I didn't try to bribe an FBI agent. You think I'm that fucking stupid? No. What the fuck you saying? I can't understand. Say that again. I said I want to scam with the FBI agent. What the fuck you saying? Mais un médium est aussi une extension de nos sens, qui permet de transformer notre expérience en des formes nouvelles. Le livre, par exemple, est un médium qui peut être perçu comme une extension de l'œil humain. Tout simplement parce qu'il nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir sans livre. La radio, quant à elle, nous a permis d'entendre des choses que l'on ne pouvait pas entendre autrement. À chaque fois qu'un nouveau médium est adopté, il sollicite donc de nouveaux sens humains. Marshall McLuhan appelle sensorium la somme des différents sens humains. À chaque fois qu'un nouveau médium est adopté, il sollicite de nouveaux sens humains et donc il bouleverse notre sensorium. La radio, par exemple, ne sollicite pas les mêmes sens que la lecture. Et même un médium comme la télé, en passant à la couleur, a pu bouleverser notre sensorium. But the image we have of our own bodies is completely altered by any new medium. Color television is not the old black and white television with color added. It is a new medium. It completely alters the image we have of ourselves. L'utilisation d'un médium change donc la perception que nous avons du monde et de nous-mêmes sans que l'on y prenne forcément garde. Ce bouleversement du sensorium peut se retrouver dans des technologies très primaires. Par exemple, on dit souvent que quand on tient un marteau, tout ressemble à un clou. On pourrait dire la même chose des médiums. Quand on a un appareil photo, tout n'est qu'image. Quand on a un relevé de notes, tout n'est que nombre. Et quand le seul retour qu'on a de son travail, c'est une fiche de paye, tout n'est que salaire. D'une certaine manière, un médium est une paire de lunettes à travers laquelle nous regardons le monde. Look at mommy. Look at mommy. Ooh, look at Comme l'expliquait l'essayiste américain Neil Postman, nous ne voyons pas la nature, l'intelligence, les idéologies comme elles sont, mais seulement à travers ce que sont nos langages. Et nos langages sont nos médias. Nos médias sont nos métaphores. Et nos métaphores créent le contenu de notre culture. Autrement dit, les sociétés humaines ont bien plus été influencées par la nature des médiums qu'elles utilisent que par le contenu de leur communication. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment, and that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. D'où la fameuse phrase « le médium est le message ». Pour McLuhan, le contenu d'un médium peut être comparé au savoureux morceau de beefsteak que le cambrioleur offre au chien de garde de l'esprit pour endormir son attention. Si nous voulons mieux comprendre ce que l'innovation technologique nous prépare, il nous faut d'abord réaliser que nous l'analysons souvent avec les mauvaises lunettes.
On peut donc craindre de ne pas avoir le recul nécessaire pour analyser les profondes transformations provoquées par les nouveaux médiums que nous adoptons à la vitesse de la lumière. Pour éviter cet écueil, un petit voyage dans le temps nous fera le plus grand bien, parce qu'il y a des milliers d'années, nos ancêtres voyaient déjà le danger que posait l'émergence de nouveaux médiums. L'espèce humaine n'a cessé d'inventer de nouvelles manières de communiquer. Le langage est un médium, au sens littéral du terme, puisqu'il médiatise notre rapport au monde. Le langage peut être vu comme un prisme à travers lequel nous nous forgeons une conception de la réalité. Mais si le langage s'est avéré extrêmement utile d'un point de vue darwinien, il aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur notre rapport au monde. Selon le philosophe Henri Bergson, dans la vie courante, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Les mots ne peuvent exprimer ni le réel objectif, ni notre psychisme profond. Pour Bergson, quand le réel se débarrasse des mots, nous entrons dans un nouvel état, celui de l'intuition. Pour Bergson, l'intuition est donc une forme de conscience qui n'est pas médiatisée par le langage. C'est une présence directe au monde. Et Bergson soutient que le langage diminue la béatitude de l'homme dans l'inconscient collectif. Selon Bergson, ce sont tous nos systèmes de représentation qui figent la réalité. Et en figeant la réalité, l'esprit humain la dénature. Comme l'exprime clairement le précepteur, le drame du mot, c'est qu'il est incapable de retranscrire la réalité dont il est l'expression. Le mot est toujours une approximation des choses. Le mot est toujours une image floue de la chose. Parce qu'à chaque fois que j'utilise un mot, je fais abstraction de la particularité de ce dont je parle. Je fais abstraction de ce qui fait son caractère unique. La parole a été la première technologie qui a permis à l'homme de lâcher son milieu pour le saisir d'une autre façon. Les mots sont une sorte de système de recouvrement de l'information, capable d'explorer à grande vitesse la totalité du milieu et de l'expérience. Les mots sont des systèmes complexes de métaphores et de symboles qui expriment ou extériorisent sensoriellement l'expérience. Ils constituent une technologie de la clarté. La parole est un médium qui se propage dans un environnement paléolithique, à une époque où l'humain vit principalement dans des tribus resserrées. Ces cultures préservent leurs traditions sous forme d'histoires, de chants et de mythes, transmis d'une génération à l'autre. Pour ces cultures, la mémoire est une qualité d'une importance cruciale, puisque c'est elle qui permet de transcender le temps. Et les cultures orales ont tendance à vénérer la sagesse des aînés. Les savoirs transmis par la parole dépendent d'une lignée de transmission. Ils sont donc souvent associés aux ancêtres et impliquent un contact humain. Yeah, it used to be that if someone had gained any knowledge or wisdom in their old age, they spent time with young people. And the way they didn't write a book by themselves, they spent time with young people, making sure the young people really understood it and internalized it, etc. And if a young person wanted to learn something, they had to spend time with older people, not also in isolation in a book. And there was a connection between them, so no one was alone, no one was isolated. Ces tribus se caractérisent également par la symétrie de pouvoir qui existe entre ses membres. McLuhan explique que dans les cultures orales, aucun homme ne savait sensiblement plus ou moins de choses que les autres. Et c'est assez logique, on ne peut pas accumuler beaucoup plus de savoir que son voisin juste parce qu'on écoute plus de choses et qu'on a une meilleure mémoire. Ce que ça implique, c'est qu'il y avait relativement peu d'individualisme et de spécialisation dans les sociétés orales. Les cultures orales ne peuvent tout simplement pas comprendre le concept d'individu, pourtant fondamental dans nos sociétés actuelles. Un autre point, c'est que l'oralité encourage l'apprentissage en groupe et donc la coopération, ce qui fait naître un sentiment de responsabilité sociale au sein de ces groupes. En raison de leur dépendance à l'égard de la parole pour s'informer, les gens ont été rassemblés dans un réseau tribal. Et comme la parole est plus chargée d'émotions que l'écriture, transmettant par intonation des émotions aussi riches que la colère, la joie, le chagrin, la peur, l'homme tribal était plus spontané et passionnément volatile. Mais tout cela allait changer avec l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture marque le passage de la préhistoire à l'histoire. Thank you for your service, bro. Oh, thank you. Thank you. Thank you for your service. Thank you for your service. Thank you. Et cette invention va faire paniquer pas mal de monde. Dans Phèdre, le recueil de Platon, Socrate raconte le mythe de Teute. Dans des temps anciens, le dieu Teute rendit visite au roi Thammuz pour lui montrer les arts qu'il avait inventés et qu'il souhaitait répandre parmi les Égyptiens. Le roi Thammuz demanda à Teute de quelle utilité serait chacun des arts. Le dieu le renseigna. Et selon qu'il les jugeait être un bien ou un mal, le roi approuvait
ou blâmait. Quand on en vint à l'écriture, le Dieu dit au roi : cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. À sa grande surprise, le roi rejeta la solution proposée par Teut. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent, en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le remède, non point pour enrichir la mémoire, mais pour conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront, en effet, beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants. Ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommodes, des savants imaginaires, au lieu de vrais savants. Ça me rappelle un peu la fameuse scène du film Will Hunting, dans laquelle un étudiant d'Harvard récite par cœur un livre d'histoire, juste pour se la péter et essayer de pécho des meufs. Wood drastically underestimates the impact of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Were you going to plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter? Mais outre Will Hunting, l'apparition de l'écriture a effectivement changé beaucoup de choses, et ce, indépendamment de ce qu'on écrivait. Encore une fois, le médium est le message. Mais à cette époque-là, il y a une perte de mémoire considérable, perte que d'ailleurs nous avouons tous les matins lorsque, écoutant une conférence ou des propos divers, nous prenons des notes en cas d'oublier ce que l'orateur ou le président dit devant nous. Si certaines personnalités s'inquiétaient de la perte de mémoire qu'allait occasionner la démocratisation de l'écriture, d'autres personnalités voyaient plutôt l'écriture comme une révolution libératrice. Pour Montaigne, par exemple, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. L'écriture, en allégeant la mémoire, a permis aux lecteurs d'employer leurs facultés cognitives à d'autres desseins. Mais au-delà de notre mémoire, c'est notre rapport au monde qui s'est vu modifié par l'écriture. Pour illustrer ce changement, McLuhan prend l'exemple suivant. Imaginons que l'on fasse flotter, au lieu du drapeau américain et de ses couleurs, une pièce d'étoffe qui porte l'inscription « Drapeau américain ». Les deux symboles ont la même signification, mais des effets très différents. En traduisant en langage écrit la riche mosaïque visuelle qu'est la bannière étoilée, on lui enlèverait la plus grande partie de ses valeurs de représentation, d'une image et d'une expérience collective. Ainsi, l'alphabet a servi à neutraliser toutes ces riches divergences des cultures tribales en traduisant leur complexité en forme visuelle simple. De plus, l'invention de l'alphabet phonétique aurait pu créer une distance entre l'humain et le reste du monde. Dans son essai « Toutes les intelligences du monde », l'écrivain James Bridle explique : l'alphabet phonétique a remplacé les images du monde par des images du langage lui-même. Cela a entraîné une séparation presque complète de la culture humaine du reste de la nature. À la place de l'orientation vers l'extérieur des inscriptions pictographiques, les caractères phonétiques renvoient à la forme de l'énoncé, au son que nous produisons pour le dire. Le monde plus humain disparaît avec l'alphabet phonétique. L'alphabet phonétique aurait donc créé une séparation entre le monde naturel et le monde humain, séparation qui se fait encore clairement ressentir de nos jours. I buy my burger ingredients at Food and Stuff, a discount food outlet equidistant from my home and my work. I came here for the same reason people go to the zoo. Shh, look at that thing. Nature is amazing. L'un des autres faits marquants de l'écriture, c'est qu'elle libère la communication des restrictions de temps et d'espace. Le lecteur n'est plus dépendant d'un orateur vivant. Il est maître de son activité et peut emporter du savoir avec lui. En lisant, il peut interrompre le flux de sa pensée à sa guise, puis le reprendre, ou bien se concentrer sur des parties isolées de l'écrit. Mais cette indépendance inédite aurait également affaibli les liens sociaux qui liaient auparavant l'individu avec les membres de sa tribu. L'homme tout entier est devenu l'homme fragmenté. L'alphabet a brisé la magie résonante du monde tribal, faisant exploser la société en une agglomération d'individus, d'unités spécialisées, psychiquement appauvries. Ainsi, l'écriture forge un certain nombre de valeurs associées à l'individualisme. People didn't live in private spaces in earlier periods, and it was with the coming of the book and the need for areas in private areas in which to read and study and so on that privacy gradually caught on as a value.
La lecture requiert des qualités cognitives que nous n'avions pas l'habitude de mobiliser par le passé. Our basic wiring, our basic instinct is to keep shifting our attention among lots of things simultaneously. We don't miss anything going on in the environment. Paying attention to one thing, being deeply engaged in one thing, is a very unnatural act. And it was the book that helped bring that style of thinking to a broad portion of the population. Et tous ces changements vont être brutalement accélérés par une nouvelle invention technologique, la presse à imprimer. La presse à imprimer de Gutenberg est le point de départ d'une nouvelle révolution médiatique. Si l'alphabet phonétique est tombé comme une bombe sur l'homme tribal, l'arrivée de l'imprimerie l'a frappé comme une bombe H de 100 mégatonnes. Avec la presse à imprimer, la production de livres explose et cela va complètement chambouler notre société. Le capitalisme est en partie rendu possible par la page imprimée qui permet de préserver une stricte comptabilité du temps et de l'argent. Avec l'imprimé, l'information voyage beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est quand même un peu plus rapide que transporter des pierres. C'est ainsi que l'imprimerie va être le catalyseur de la réforme protestante qui prône une forme d'indépendance religieuse à l'égard de l'Église. Luther considère même l'imprimerie comme le plus grand don de Dieu. De son vivant, ses idées se répandent comme une traînée de poudre, notamment dans le nord de l'Europe. Enfin, le petit peuple accède lui aussi à la parole de Dieu. En tant qu'extension drastique de l'homme, l'écriture a façonné et transformé tout son environnement, psychique et social, et a été directement responsable de la montée de phénomènes aussi disparates que le nationalisme, la réforme, la chaîne de montage, la révolution industrielle, les concepts cartésiens et newtoniens de l'univers. C'est donc un médium qui a permis à de nouvelles formes de gouvernance de se développer. Marshall McLuhan showed that not only did the printing press occur and the written word being accessible to everybody. Everybody could get a newspaper, so you didn't need a specialized knowledge class that had access, and everyone could get textbooks and read. Not only was the printing press a prerequisite for democracy, but the written word as the primary type of media was probably required for democracy to work because it required people to think well enough that they could communicate in writing and long form in a way that could then translate to legal code, right, to really think through things formally, and that they were reading, which meant increased attention span of non-dopaminergic stuff. Par exemple, les pères fondateurs de l'Amérique moderne font de la lecture une condition sine qua non de la stabilité démocratique. Thomas Jefferson expliquait en son temps « Si j'avais à choisir entre un gouvernement sans presse ou une presse sans gouvernement, je choisirais la dernière proposition. » Mais il fallait également que cette abondance de livres puisse circuler. La presse à imprimer a donc eu un impact très important sur l'architecture de nos villes. Comme en Angleterre, où on a construit énormément de rues pavées. Ça renforce l'idée que le médium, c'est le message. On avait beau écrire ce qu'on voulait dans les livres, ça ne changeait rien au fait qu'il fallait complètement réorganiser nos villes pour que ces livres puissent circuler. Mais après la révolution écrite et celle de Gutenberg, il est resté une troisième révolution à venir, celle de l'électricité. Look at this one. L'histoire raconte que le premier télégramme portait comme texte la question suivante. Qu'est-ce que Dieu a forgé ? Avec l'invention du télégraphe, l'information se détache de supports solides comme la pierre ou le papier. Ce médium électrique va en fait abolir les dimensions spatiales qui existaient auparavant. C'est notre système nerveux central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l'ensemble du globe, abolissant ainsi l'espace et le temps, du moins en ce qui concerne notre planète. Contractée par l'électricité, notre planète s'apparente de plus en plus à un petit village dans lequel tout le monde sait tout sur tout le monde de manière instantanée. The telegraph with instantaneous communication with the electrical paradigm that started to lay the inevitability of the global enclosure of civilization. L'homme avait amorcé cette extériorisation ou cette extension de son système nerveux central qui s'approche désormais, avec la transmission par satellite, d'une extension de la conscience. L'invention du télégraphe suscite chez certaines personnalités beaucoup d'espoir. De toutes les merveilleuses réalisations de la science moderne, le télégraphe est transcendentalement le plus grand et le plus utile à l'humanité. La Terre entière sera ceinturée de courants électriques, palpitante de pensées et d'émotions humaines. Quelle puissance est donc destinée à devenir la puissance télégraphique dans la civilisation du monde ? Il est impossible que d'anciennes hostilités subsistent alors qu'un tel instrument a été créé pour que toutes les nations de la Terre échangent leurs pensées.
Ce qui est important ici, c'est que cette extension de la conscience dont parlent les auteurs n'est pas forcément un synonyme d'utilité. Selon d'autres personnalités, le télégraphe a donné une légitimité aux informations sorties de leur contexte. Autrement dit, la valeur qu'on attribuait à une information n'était pas forcément liée à la fonction qu'elle pourrait remplir dans la prise de décision politique et sociale. Désormais, la valeur d'une information pouvait provenir de critères nouveaux. Déjà à l'époque, le philosophe américain Henry David Thoreau s'interroge. Nous sommes très pressés de construire un télégraphe magnétique du Maine au Texas. Mais il se peut que le Maine et le Texas n'aient rien d'important à communiquer. Peut-être que la première nouvelle qui s'infiltrera dans l'oreille américaine sera que la princesse Adélaïde a attrapé une toux. De la même manière, le journaliste John Crosby écrivait dans un article à propos de la télévision « Le défaut fondamental de ce miracle des communications reste le même que celui de tous les miracles de la communication depuis que quelqu'un a commencé à graver des hiéroglyphes sur une tablette de pierre. On s'en sert pour dire quoi ? Toutes les télévisions nationales ont reçu l'ordre de transmettre quelque chose pour le nouvel appareil miracle. C'était un jouet tout neuf et on ne pouvait s'empêcher de l'essayer, dit-on ici. Hello there, and good evening, ladies and gentlemen, and children. This emblem that you've just seen is tonight the symbol of a historic occasion, the opening of the national television service. Avec la télévision, le monde nous est livré à domicile. Des images censées refléter le réel défilent sur un écran installé au cœur du foyer et captivent notre attention. Dans la lignée du télégraphe, la télévision contribue à la familiarisation du monde. Autrement dit, des événements lointains, auparavant inaccessibles à nos sens, font tout d'un coup leur entrée dans le foyer familial, sous la forme d'images attrayantes. Avec la télévision, c'est le lointain qui devient intime. Jusqu'à générer des images troublantes, comme lorsque George Bush apprend les attentats du 11 septembre dans une classe d'école primaire. 60 on page 153. Mais ce phénomène de familiarisation génère également une dynamique inverse. Dans son livre L'obsolescence de l'homme, le philosophe allemand Gunther Anders explique « La télévision a liquidé le peu de vie communautaire et d'atmosphère familiale qui subsistait dans les pays les plus standardisés. Car ce que la télévision crée, c'est, en réaction à ce phénomène de familiarisation, un phénomène de distanciation. Elle rend le proche lointain. Avant la télévision, la table de repas familiale représentait le point de convergence des membres de la famille, un lieu d'échange social par excellence. Did you also tell him about my affair? Quand la télévision s'introduit dans les foyers occidentaux, elle remplace la table familiale non pas par un point de convergence, mais par un point de fuite commun. Ce mode de consommation permet en réalité de dissoudre complètement la famille tout en sauvegardant l'apparence d'une vie de famille intime, voire en s'adaptant à son rythme. Le fait est qu'elle est bel et bien dissoute, car ce qui désormais règne à la maison grâce à la télévision, c'est le monde extérieur, réel ou fictif, qu'elle y retransmet. Il y règne sans partage, au point d'ôter toute valeur à la réalité du foyer et de la rendre fantomatique. Non seulement la réalité des quatre murs et du mobilier, mais aussi celle de la vie commune. Quand le lointain se rapproche trop, c'est le proche qui s'éloigne ou devient confus. Le vrai foyer s'est maintenant dégradé et a été ravalé au rang de container. Sa fonction n'est plus que de contenir l'écran du monde extérieur. Une autre caractéristique de la télé est la suivante. Elle fait du divertissement le mode de présentation naturel de toute expérience. Tonight, on Skylark Tonight. C'est ce mélange entre informations sérieuses et divertissantes qui est maintenant devenu la norme dans notre société. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. La télévision impose un certain rythme à la diffusion d'informations,
pour capter l'attention du téléspectateur afin qu'il soit toujours présent pour le prochain spot publicitaire. Et ça a évidemment des conséquences importantes sur le contenu des programmes de télévision. What has happened is that we have a new technology that in its American expression tends to suppress, undermine, and otherwise degrade what we call literate, analytic, rational discourse. Ainsi, nos dirigeants politiques sont moins élus sur leur logique et leur raisonnement que sur leur apparence et leur familiarité. When political campaigns in America are conducted largely by 30-second TV commercials, it must be obvious that candidates can no longer spend the time to explain in any sort of complex way the issues that the voters have to face. Le médium télévision, qui accorde une grande place à l'image, impose un certain nombre de codes qui contraignent énormément le message qu'on souhaite faire passer par la télévision. The visual contrast between the men damages Nixon. Viewers think Kennedy has the edge, even though radio listeners have the opposite impression. Studies will later show that this debate made up the minds of 4 million voters. 3 million vote for Kennedy. Dans une étude sur les effets de la télévision sur les enfants, les compréhensions que l'on acquiert à travers la télévision sont en général morcelées, concrètes et moins déductives que celles que l'on acquiert par la lecture, qui sont en général mieux reliées à d'autres connaissances déjà assimilées et ont donc plus de chances d'être déductives. Il synthétise ses recherches de la manière suivante. La télévision est plus souvent perçue comme étant destinée à divertir et à remplir des fonctions d'évasion, tandis que l'imprimé est perçu comme informant et éduquant. Pour l'illustrer, analysons un peu l'interview de l'acteur américain Marlon Brando sur le plateau de Dick Cavett en 1973. Brando est venu pour parler d'un sujet de société, la cause des Amérindiens, et tente de résister aux codes de la télévision qu'on lui impose en direct. L'interview montre à quel point cet exercice est périlleux. The press is a very poor reference for knowing somebody. I don't think that you... I don't know what to say about that. Yeah. Well, there are 2 books in print purporting to tell the story of your life, your rages, your excesses, your lusts, your dreams. I think that I'm almost quoting from the cover of one of them. Can we trust those? And if not, how do they get away with it? I don't think it's worth going into. I mean, on their part or mine? No, well, news, of course, is big business, and people sell news. And unfortunately, people in my position, people in the public eye, are sellable commodities, but they're not any different than Kleenex or Dial soap or anything else. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que Brando dévoile les dessous du show télévisé sur lequel il intervient. Il le dénude en mettant en avant l'injonction au divertissement. On voit qu'il est pris à son propre piège. Il veut mettre en avant les Amérindiens, mais ce qui suscite vraiment les réactions, ce qui exploite la télévision à son plus haut potentiel, c'est la blague. People would rather listen to that than listen to the fact that yesterday the Supreme Court refused to hear the Pyramid Lake water right issue. People don't want to hear that. They want to know. They want to hear me describe how I might have put the. Et finalement, cette séquence se termine par le présentateur lançant la publicité. What are you doing there? Oh, nothing. I just have a commercial to do. And you say you couldn't do it. Let's see if you're any good at it. All you do is look up and read off the... No, I won't do it. À travers l'histoire, on observe la marchandisation croissante de nos médiums. Mais cette marchandisation est un phénomène extrêmement dangereux. Lorsque Patrick Lelay, ex-PDG de TF1, explique qu'il vend du temps de cerveau à Coca-Cola, il résume très bien le paradigme économique dans lequel nous nous trouvons. Dans ce système, le spectateur n'est plus une fin en soi, car aujourd'hui, c'est l'attention du spectateur qui est devenue une matière première exploitable.
Et en tant que matière première, notre attention doit être captée et malaxée afin de la mettre au service de ce paradigme économique. Car nos besoins ne sont désormais plus que l'empreinte ou la reproduction des besoins des marchandises elles-mêmes. L'individu n'est plus une fin en soi, mais un moyen qui est mis au service de la production de marchandises. Ainsi, le réel du monde n'existe plus que comme moyen de production de la marchandise finale. Cette ligne idéologique n'était pas prête de changer. Encore pire, elle s'apprêtait à se radicaliser. Bientôt, la télévision allait se miniaturiser, devenir transportable et couvrir un nombre croissant de nos besoins. Elle allait même devenir intelligente. La suite dans le prochain épisode de La Fabrique sociale. To each other, but they don't know where to begin. I said, how come I can't tell the free world from a living hell? I said, how come? How come all I see is a child of God in misery? I said, how come? Je voulais prendre quelques secondes pour remercier tous les tipeurs qui m'aident chaque mois à financer cette chaîne. Le travail sur cette chaîne me prend énormément de temps. Si vous pensez que le travail que je fais sur cette chaîne est utile, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee. Ça m'aiderait grandement et ça me permettrait d'accorder plus de temps à cette chaîne. Et un merci infini aux tipeurs qui me soutiennent déjà.